Ah. Oh, ben, moi je commets régulièrement dans le métier de scénariste depuis quelques décennies et dans des genres assez variés pour des publics assez divers qui vont de l'extrême jeunesse où j'ai fait du Tom Tom et Nana ou du Mickey jusqu'à des choses sur un registre plus adulte comme ce qu'on fait actuellement avec Christophe, la trilogie Terre qui quand même correspond à des préoccupations beaucoup plus adultes et puis dans des genres très très différents. Terre relève davantage de la science-fiction, de la spéculative fiction disons plutôt. Mais je peux faire également des choses, j'ai fait des choses qui relèvent davantage du policier, du western, du contemporain, de l'historique, de l'humour, donc un petit peu dans tous les domaines, dans tout ce qui m'amuse. J'adore m'amuser et j'espère que les lecteurs récupèrent l'aspect un peu... La liberté que j'essaye de mettre dans les histoires. Alors moi ça va être beaucoup plus simple parce que j'ai une moins longue carrière. Donc Christophe Dubois, c'est moi qui dessine la série Terre. C'est ma 3e série. J'avais fait une première qui s'appelait le cycle d'Ostrus. Ensuite j'ai fait tout seul un diptyque qui s'appelait La balade de Magdalena. Et puis voilà, ça c'est ma 3e série. Donc. Comme mon accent l'indique, je suis suisse. En fait, c'est Daniel Magen, l'éditeur, qui a fait le mariage. Il a montré mes dessins à Rodolphe et ensuite il m'a montré le scénario. Et voilà. C'est Daniel qui avait fait l'intermédiaire, donc il m'avait envoyé un pitch, enfin l'histoire, quoi. Donc le scénario n'était pas encore écrit, il y avait l'idée, quoi. Et puis après, on s'est rencontrés. Et puis maintenant, on s'entend bien. Oui. On me pose toujours la question et je suis toujours infoutu d'y répondre véritablement. Les histoires elles surgissent comme ça, j'ai l'impression qu'elles sont enfouies à l'intérieur et que je les exprime à un certain moment, sans doute quand elles arrivent à une forme de maturité. Il y en a plein qui ne le sont pas, qui ne le seront peut-être jamais, et puis d'autres qui à un certain moment. Alors peut-être est-ce un déclic extérieur qui provoque à ce moment-là ce surgissement. C'est possible, ça peut être plein de choses. J'ai pas de réponse très précise là-dessus, mais à un certain moment, il y a une espèce de nécessité qui fait que l'histoire prend forme. Mais ensuite, elle va se développer différemment. Bon, déjà, il faut qu'elle apparaisse sous forme de bande dessinée, parce que je fais de temps en temps aussi des romans ou des livres pour enfants. Bon, donc il peut y avoir différentes formes déjà au niveau structure. Et puis ensuite, ça va dépendre avec qui je la fais. J'ai pas de talent de dessinateur, donc en bande dessinée, je ne peux m'exprimer qu'en collaboration avec quelqu'un. Donc ça dépend à chaque fois de cette rencontre, du style graphique du co-auteur, des domaines qui lui plaisent, dans lesquels il se sent à l'aise, qu'il a envie de faire. Voilà, tout ça interfère et ça donne une tonalité, une couleur particulière à l'histoire, quoi. C'est Terre, c'est Christophe et moi. C'est pas l'un qui interprète le travail de l'autre, ou je sais pas. C'est vraiment une œuvre commune. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Oui, mais très franchement, je vois pas grand point commun. Bon, on appelle ça science-fiction. Moi, je dirais plus de spéculative fiction, parce que la part scientifique, en tout cas pour moi, est très réduite. Hein. Ou quand il y a un problème technique, on le résout comme ça en 2 répliques, clac, et on passe à autre chose, parce que moi, ça m'intéresse pas. Les mystères scientifiques ne me touchent pas beaucoup. Je suis plus sensible aux mystères humains. Et non, moi je vois pas de lien, de parallélisme avec déjà tous les cycles Kenya, Namibia relèvent au moins autant du fantastique plus que la science-fiction, j'allais dire quand même. Il se passe toute cette série-là avec le personnage de Katie Austin se passe sur Terre. 2 RE, là, voilà. Et qui plus est, entre 1946 et 1949, il y a un ancrage dans la réalité, dans le quotidien,
là est totalement différent. On peut avoir l'impression au départ, en lisant le premier tome de Terre, ER, qu'on est sur Terre, 2R, E. Mais au bout de quelques temps, on se rend compte qu'il y a des choses quand même... voilà. Donc il peut y avoir quelques analogies de ce genre-là, mais ça va pas loin en réalité. Quoi. Je pense pas que... C'est des ressemblances de surface, j'allais dire. Ah bah le troisième tome se passe entièrement à l'intérieur du vaisseau. Sauf la toute fin. Mais... Sauf la toute fin, oui, mais là on va rien en dire. Non, il y a une logique, et on peut pas échapper à cette logique. Moi je suis contre le spectaculaire pour le spectaculaire. C'est un travers de nos amis américains, ça, d'en rajouter vers des tonnes, des effets spéciaux, etc. Bah, je trouve ça assez pauvre en finale, qu'on fait une espèce de spectacle pour les yeux, mais quand les yeux ont vu le truc, c'est terminé. Puis ça ne marche qu'une fois en plus. Bon, donc moi ce qui me semble le plus important, bon, c'est vrai que sur le tome 1, beaucoup de gens ont été marqués par la dernière planche, quand on découvre ce qu'est réellement Terre, TER, voilà. Mais bon, je revendique tout à fait, hein, c'est bon. Mais ce n'était pas automatiquement, enfin, c'est pas automatiquement là l'essentiel, à mon sens, de ce qu'on doit ressentir à la lecture, dans ce qu'on ressentira plutôt à la lecture de l'ensemble de la trilogie. Je pense que le facteur humain et les relations, les rapports entre personnages vont continuer à prendre de l'importance. Et pour moi, c'est ça qui reste le centre de gravité de l'histoire. Alors disons l'histoire dans sa globalité, ça c'était dès le départ l'idée, si on veut bien, c'était assez clair. Et après, il me les écrit album par album, donc je reçois tout l'album. C'est vrai que pour moi c'est quand même bien agréable parce que ça m'évite de me piéger moi-même. Enfin, si je fais une scène dans un endroit récurrent, je vais réfléchir différemment que si c'est un endroit qui est juste suggéré à un instant. Donc voilà, j'ai tout l'album. Ensuite, je fais un storyboard par paquet de 5 pages, enfin pour entrer dans le détail. Je lui envoie, on rediscute pour se mettre d'accord. Je fais un crayonné, après là je l'envoie aussi à l'éditeur pour avoir un regard un peu extérieur. Et puis après, si c'est ok, bah, je finalise donc ancrage et je colorie directement sur l'ancrage. Non, c'est assez des indications. Je veux dire, bah, généralement, quand on commence une page ou une nouvelle scène, il y a quand même ça dépend de ce qu'on veut raconter, mais de la majorité des cas, il y a quand même un plan large qui permet de situer, et puis après on se focalise sur les personnages. Donc voilà, c'est vrai que j'ai peut-être un réflexe que je vais quand même, que je diminue, il me semble, c'est de faire une grande case avec ce côté spectaculaire. Mais je me rends compte, plus on avance dans l'histoire, plus en fait c'est vrai que c'est l'histoire que je trouve intéressante, et j'utilise moins ça. Je trouve que c'est moins nécessaire, quoi. Mais ça reste quand même toujours voilà, les choses que je fais, quoi. Alors bon, une majorité c'est des cas existent que je caricature un peu, que j'exagère. Par exemple, dans le 1, il y a cette espèce de bestiole avec des dents là, qui est entre le requin. D'ailleurs, je crois que Rodolphe l'avait d'emblée appelé crocodile, donc c'était entre le requin et le crocodile ce que j'ai fait. Et après, je lui ai mis une peau de grenouille que je trouvais rigolote. Voilà, j'ai pas un immense talent pour ça, quoi. C'est pas là que je me sens le plus à l'aise dans l'invention du bestiaire. Elles étaient décrites. C'est vrai que par exemple le gros escargot là, toi t'étais plutôt d'une espèce d'autre bête. Du coup ça me plaisait bien cette bestiole. Enfin là j'ai eu plus de facilité, mais voilà. Sinon c'est pas. Donc je m'inspire un peu de la réalité que je caricature. Voilà, c'est ça. Alors il y a une part de ce que j'ai emmagasiné au fil des années, d'images et autres. Et puis après, c'est sûr que moi j'aime bien, même si c'est de la science-fiction, j'aime bien me documenter. Je trouve que c'est assez passionnant. Alors je le fais par exemple, c'est vrai que maintenant qu'on travaille sur un bouquin de science-fiction, je lis beaucoup, je regarde des films, enfin pour me baigner dans ce qui existe dans ce milieu-là. Et puis après, quand je suis dans le détail, par exemple de dessiner une ville, dessiner des intérieurs métalliques et tout, je vais chercher des images. Je commence par là, puis après je commence d'en faire quelque chose de personnel, quoi. C'est ça mes inspirations. Ouais, moi je crois qu'il faut se méfier de ne pas jouer au serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que s'imbiber d'une culture pour la ressortir. Bon, en réalité on le fait tous. Il ne faut pas que ce qu'on mange ne soit pas trop proche, parce que à ce moment-là il y a une capillarité qui. Moi je me nourris là, pour revenir à la question de
choses qui n'ont au départ en tout cas strictement rien à voir. Je dis plutôt des romancières anglaises du 19e siècle, je peux relire les surréalistes, et graphiquement, j'aurais plus d'intérêt pour Gauguin ou les pré-raphaélites que pour la bande dessinée. Parce que bon, pour juste une petite image, j'avais un co-auteur à une certaine époque où j'avais des chevaux qui apparaissaient dans les histoires. Je ne parle pas de Michel Faure, qui était un surdoué. Et le dessinateur dont je parle n'était pas un surdoué, était quelqu'un d'honnête. Mais quand il avait besoin de dessiner un cheval, il n'allait pas dans un haras ou il n'allait pas prendre un bouquin de photos de chevaux, il prenait un Blueberry. Voilà, donc là on a l'exemple même d'une culture qui se mord la queue, qui se réingurgite elle-même, et je crois qu'il faut essayer de s'ouvrir à des choses les plus éloignées possibles pour donner du sang neuf à ce qu'on invente. Je trouve ça assez dégoûtant comme idée d'entrer dans la tête de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on y trouverait ? Non, c'est vraiment pas un fantasme que j'aurais. Alors, parce qu'il y a un côté magique, et c'est la magie de la vie qui est doublée de la magie de l'invention. Et ça, je crois je reste scotché devant, mais le mystère reste plein. Et le mystère est plus beau que l'explication. Mais il y a plein d'auteurs que j'admire, mais c'est vrai que j'aimerais pas tout savoir. C'est vrai que j'aime Hugo Pratt, mais j'aimerais pas être dans la tête d'Hugo Pratt, enfin encore moins aujourd'hui. Mais voilà, non, j'aurais pas envie de connaître les recettes de fabrication d'autres. Stradivarius peut-être.